Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer le nouveau chapitre, qui est le chapitre 1 matière réseau informatique. Donc, je suis Soufiane Mahaté, l'instructeur de ce cours. Et le chapitre 1, il concerne les fondamentaux des réseaux informatiques. Voilà. Donc, voilà les objectifs de ce module. Donc, l'idée, c'est de vous faciliter l'apprentissage et des caractéristiques suivantes. Donc, les fonctionnalités de ce cours. Donc, il y aura des activités en mode physique. Donc, on va installer ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelle PackTracer. J'ai déjà évoqué ça au module introductif. Et donc, l'idée, c'est d'installer un logiciel de simulation des réseaux qui s'appelle PackTracer. C'est un logiciel de Cisco, en fait. C'est une entreprise internationale dans le domaine réseau informatique. Et voilà, donc l'idée, c'est que toutes les activités seront effectuées à l'aide du PackTracer en mode physique, c'est-à-dire chaque étudiant il doit bien sûr installer le logiciel sur sa machine et bien sûr, il doit exécuter et faire les tâches demandées par l'instructeur. Voilà. Donc, l'idée, c'est que on a des travaux pratiques qui sont conçus pour travailler comme étant sur des matériels physiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des appareils comme des PC physiques, des routeurs, des switchers, etc. Et donc, l'idée, c'est de concevoir ces réseaux et manipuler, hein. Voilà. Il y aura des activités en classe. Voilà, les activités en classe, ce sont des activités d'apprentissage qui vont vous faciliter l'apprentissage. Il y aura de discussions et de collaboration entre les différents, bien sûr, entre l'instructeur et les différents étudiants. Il y a aussi des questionnaires du module. Et donc là, ces questionnaires-là, il va vous aider pour, bien sûr, évaluer automatiquement le concept et les compétences acquises tout au long de la série de rubriques présentées dans ce module. À la fin, on a un récapitulatif du cours, de ce qu'on a déjà vu dans ce module. Voilà. Donc, comme j'ai dit, les activités sont effectuées à l'aide de PackTracer, qui est conçu pour émuler des travaux pratiques. Ils peuvent être utilisés à la place des travaux pratiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on n'a pas de matériel ou dans une université partout dans le monde, on n'a pas de matériel physique. C'est-à-dire, on n'a pas de switcher, des routeurs, etc. Donc, c'est très simple. Et on doit simuler le matériel avec un logiciel de simulation donné par le fabricant qui est dans ce cas Cisco. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir les mêmes interfaces comme les équipements physiques euh, qui sont achetés, bien sûr, et mis en place dans un laboratoire. Voilà, donc le but de ce cours, voilà un peu l'objectif explicite ce cours. Donc, on va voir à quoi servent les réseaux, ce qu'on appelle l'impact des réseaux dans notre vie quotidienne. On va expliquer comment les périphériques hautes et réseaux sont utilisés. On va expliquer ce qu'on appelle les représentations des réseaux et comment sont utilisés dans les topologies. On va aussi comparer les caractéristiques des différents euh, types de réseaux. On va expliquer aussi les réseaux LAN, WAN, qui s'interconnectent à Internet. On va décrire les quatre conditions de base pour disposer d'un réseau fiable. Et bien sûr, on va expliquer les tendances dans le réseau telles que le BIOD, la collaboration en ligne, la vidéo, le cloud computing, etc. Et on va parler aussi sur la sécurité réseau, comment on peut identifier les menaces,
dans une solution réseau. Et bien sûr, on va expliquer les possibilités d'embauche dans le domaine réseau. Donc, les réseaux qui nous connectent, donc généralement, on a un besoin de se communiquer via, par exemple, l'air, l'eau, la nourriture et la gîte. Aujourd'hui, grâce au réseau, nous sommes plus connectés que jamais, c'est-à-dire que les réseaux sont indispensables dans notre vie quotidienne ou avec la parole, etc. Il n'y a pas de frontières dans les réseaux, donc c'est un monde sans frontières et il y aura des communautés mondiales. Il y aura aussi des réseaux humains qui interconnectent euh, partout les gens à travers le monde. Bien sûr, il y aura des machines, etc. On définit aussi les rôles des hôtes. Donc, chaque ordinateur de réseau est appelé un hôte ou un périphérique final. Et donc là, on a les serveurs, sont des ordinateurs, en fait, qui fournissent des informations aux appareils terminaux. Donc, on a des serveurs de messagerie, du serveur web et serveur de fichiers. Donc, vous connaissez un serveur de messagerie, peut-être Microsoft 365. Hein. Donc, c'est en utilisant Outlook, par exemple. Donc, on va envoyer de emailing. Donc, c'est un serveur de courrier électronique. Et donc, je vais vous montrer comment, par exemple, utiliser un serveur de messagerie. Voilà, donc on a déjà évoqué ça dans le chapitre précédent, dans les autres matières. Donc, ce qu'on appelle le Microsoft 365, c'est un exemple, voilà, des, bien sûr, des serveurs de messagerie qui est sur le cloud aussi. Et il y a des, voilà, des serveurs on-premise sur un data center, etc. Donc, ici, je me connecte sur voilà, sur mon compte. Et voilà. Donc là, c'est un compte Office 365 et je peux envoyer, par exemple, un email à mon adresse elle-même ou une adresse Gmail, comme vous voulez. Voilà. J'envoie une adresse vers le Gmail. Hello, test serveur. Et donc, le serveur, c'est quoi? C'est un élément d'interconnexion de Bumble, voilà. Donc, là, je suis avec un client Outlook. Quelque part, sur le cloud, il y a un serveur qui va gérer ça. Donc, je vais envoyer. Et à la réception, normalement, je vais recevoir cet email avec un Gmail. C'est un autre, voilà. C'est le serveur de Google, en fait. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, je viens de recevoir l'email. Test server. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les serveurs web. Les serveurs web, généralement, on l'utilise pour héberger des sites web. Donc, un des serveurs web les plus reconnus, il s'appelle IIS. C'est un serveur de Microsoft, en fait. Donc, bien sûr, vous pouvez l'installer. Hein. Il faut googler un peu pour pousser, installer le serveur. Et là, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des sites par défaut, comme vous voyez ici. Voilà. Ouais, ça dépend. Ce que code not found, voilà, il n'a pas trouvé le site. Ok, voilà. Peut-être le fichier il est déjà supprimé. Voilà. Voilà, localhost. Bon, et là, il me dit, voilà, il y a des erreurs sur le serveur. Voilà, et peu importe. Donc là, c'est ça le serveur web. Et donc, ce serveur web, je peux ajouter ici des sites, ajouter des sites. Donc, vous voyez ici, on peut ajouter des sites, par exemple, site 1, voilà, et j'ajoute le path. Le path, c'est le lien physique du site développé, HTTP ou autre. Hein. Donc, c'est de HTML réellement, c'est de HTML ou autre.
Donc, je dois mettre quelque part et je dois s'authentifier, voilà. Et donc, j'ajoute le site et après, je me connecte en- voilà, quelque part ici, je me connecte en HTTP ou HTTPS. Bien sûr, je peux jeter de SSL, c'est pour les sites sécurisés. Je peux ajouter de l'authentification. Voilà, je peux ajouter beaucoup de choses, hein, voilà. Donc, on appelle ça un serveur web. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle les serveurs web sur les machines Linux, si vous voulez. Si vous googlez un peu, il y aura beaucoup de serveurs web. Voilà, exemple, un serveur Apache. Même sur Windows, on peut faire des serveurs Apache. On peut faire aussi des serveurs Apache sur Linux. Voilà, OK. Et on peut installer ça facilement. Et après, on peut héberger des sites web. Voilà, il y aura de la documentation. Download ici, c'est pour télécharger. Et là, vous pouvez télécharger la source. Voilà. OK, c'est juste à titre d'exemple, là. On peut aussi faire des serveurs de fichiers, c'est de FTP. Donc, on peut créer ces serveurs FTP sur, comment dirais-je, sur des machines Windows ou des machines Linux. On va vérifier si on peut créer un petit serveur FTP ici. FTP. Hmm, fonctionnalité. Hyper-V. Voilà. Windows, juste je vais vérifier est-ce qu'on peut créer du FTP sur une machine Windows. Cherchez-moi ici. Data Center File. Tu vois, il y a FTP client. Mais là, c'est un FTP client. Est-ce qu'il y a du serveur? Hmm. Bon, ici, c'est le client, tu vois. Vous pouvez voir ici, hein. FTP client. Je peux l'installer. Mais j'ai pas besoin, bon, il faut un FTP server pour se connecter, hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir un schéma, comment dirais-je, client-serveur. Voilà. Donc, il y aura, voilà, c'est déjà, c'est déjà mentionné. Il faut avoir un client quelque part ici. Un client et un serveur à travers un réseau bien déterminé. Le réseau peut être un réseau LAN, peut-être un réseau WAN, c'est de votre choix. Et donc là, vous pouvez mettre en place un serveur FTP et à partir d'un client, je peux se connecter à ce serveur. Voilà. Pour moi, je n'ai pas un serveur FTP, mais vous pouvez mettre en place un serveur FTP sur Linux ou Windows, bien sûr. Là, il est en cours d'installation. J'ai quelque part ici un serveur, un client qui s'appelle FileZilla. Voilà, FileZilla. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Non. OK. Voilà. Vous voyez ici FileZilla. Donc, il est là. C'est un client, en fait. Et si je me connecte à ma machine locale, mais j'ai pas de serveur FTP, donc je dis n'importe quoi. Donc ici, je me connecte. Voilà, il dit il n'y a pas de connexion. Mais on peut voir, hein. On peut voir on peut, si je peux récupérer un serveur FTP, serveur Windows. Il y a un FileZilla FTP serveur, voilà. Voilà le serveur, voilà, download.
Il est où? Voilà, et je l'installe. Et bien sûr, voilà, il y a une cours d'installation. I agree. Next. C'est l'installation classique, hein. Sur le listing port, le port du coût, c'est 1141,84. Voilà, je vais le noter quelque part ici. Et là, je vais un password simple. Voilà. Voilà, il est en cours d'installation. C'est juste pour vous montrer comment mettre en place un serveur FTP. Est-ce qu'il dit... Voilà, le serveur. Voilà, ici le serveur et je me connecte avec mon password. C'est password, OK. Hum, This is connected. Euh, OK. Je me connecte sur le 127. Mais l'username, le port, il dit combien le port? C'est ce port-là. Hmm, User, c'est Sofink. Il dit connection established, waiting for welcome message. Hmm, Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et converted. Bon, il y a quelques erreurs, il faut voir, bien sûr. Hmm, mhm. Et voilà. Setting, user. Et là, il faut créer un utilisateur. Ah, j'ai déjà un utilisateur. Hmm. Bon, généralement, il y a toujours le même problème.
C'est un problème de certificat. Il faut ajouter des certificats, en fait. OK, c'est pas grave. L'idée, c'est de connaître l'utilité de FTP server, c'est-à-dire dans notre environnement, on peut créer un serveur FTP et un client FTP pour se connecter à ce serveur-là. Et bien sûr, je peux déplacer des fichiers d'un environnement à un autre. Exemple, vous avez une machine Linux. Dans cette machine Linux, tu veux déposer des fichiers à partir d'une machine distante, hein. Et donc, l'idée est là, si on a une machine serveur Linux, par exemple, ici, un Linux server. Donc, l'idée, c'est comment, et j'ai pas d'interface, hein. Donc, généralement, les services, les Linux servers, on n'a pas d'interface, on a seulement des terminaux. Et donc, l'idée, c'est comment on va déposer des fichiers sur ces machines ou comment on va récupérer. Et donc, l'idée, c'est de créer un FTP server sur cette machine. Et comme ça, je peux naviguer à partir d'une machine distante sur elle. Je peux déposer des fichiers facilement, sans aucun problème. Donc, c'est possible aussi. Mais toujours, il faut faire attention, il faut mettre un serveur de fichiers qui est sécurisé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire l'opération inverse, hein. Donc, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, on doit toujours désinstaller parce que c'est machine. Pas besoin de serveur. FileZilla servers. Voilà. Désinstaller. Et voilà. OK. Donc, comme vous voyez, on a déjà vu ces trois composants, ces trois serveurs, le serveur de messagerie, le serveur web et le serveur des fichiers. Et donc là, voilà, comme vous voyez, donc, le serveur d'email, le serveur de courrier électronique, il fait le fonctionnement d'un logiciel du serveur de courrier électronique. Et donc, le client utilise un logiciel client pour accéder à la messagerie électronique. Et pour la sécurité, donc, on va créer de la sécurité du serveur, bien sûr, web. Donc, la sécurité du serveur web s'exécute le logiciel du serveur web. Et donc, là, les clients utilisent un logiciel de navigation pour accéder à ces pages. Et pour le serveur aussi du fichier, donc le serveur stocke les fichiers des utilisateurs et de l'entreprise. Il y a aussi la communication peer-to-peer, hein. Donc, il est possible qu'un périphérique soit un client ou un serveur dans un réseau peer-to-peer. Ce type de conception n'est pas recommandé que pour les petits réseaux. Voilà, donc vous avez quelques machines et une imprimante, par exemple. Donc, l'idée, c'est les avantages, c'est que il est facile à configurer, moins complexe, on a réduction du coût, il est utilisé pour les tâches simples, pour les transferts de fichiers et les partages d'imprimantes. Les inconvénients, donc on n'a pas d'administration centralisée, peu sécurisée, non évolutive, c'est-à-dire on ne peut pas ajouter beaucoup d'éléments sur ce réseau et performance qui est plus lente. Donc là, on va définir ce qu'on appelle les appareils terminaux. Un appareil terminal est l'endroit d'où provient un message, ou celui où il est reçu. Les données proviennent d'un périphérique comme étant final, comme vous voyez ici, et il traverse le réseau, bien sûr, et avance sur un périphérique, comme vous voyez, final. Donc, vous avez des LAN, vous avez des LAN de l'autre côté et des réseaux, peut-être Internet Work. C'est un réseau Internet et on va voir envoyer des messages de cet côté vers l'autre côté en traversant tout ce réseau-là. On peut définir aussi les appareils réseau intermédiaires. Et donc, les appareils réseau intermédiaires, ce sont des appareils qui interconnectent
les appareils terminaux. Il s'agit par exemple de commutateurs, de points d'accès sans fil, de routeurs et de pare-feu. Vous voyez ici, donc, on a des pare-feu, des routeurs, des LAN switch, des wireless routers, des voilà, dispositifs intermédiaires, peu importe. Tout ça, ce sont des dispositifs intermédiaires. Donc, la gestion des données, est faite au fur et à mesure qu'elles circulent à travers un réseau et également le rôle d'un dispositif intermédiaire. Et donc, on va régénérer et retransmettre des signaux de données. On peut gérer des informations qui indiquent des chemins qui existent à travers le réseau et l'interréseau. Et bien sûr, on peut indiquer au périphérique les erreurs et les échecs de communication. Bien sûr, tous ces composants, on peut le trouver en mode hardware, ce sont des équipements physiques, et on peut le trouver aussi en mode software, c'est-à-dire sous forme de logiciel. On appelle ça des serveurs ou des équipements virtualisés. Voilà, c'est actuellement, puisque tout le monde il parle de la virtualisation et le cloud computing, donc ce composant, on peut le trouver aussi sous forme de virtualisé, c'est-à-dire logiciel. Voilà, on parle de ce qu'on appelle la virtualisation réseau ou ce qu'on appelle SDN, Software Defined Network. Voilà. Je vais faire une petite démonstration sur, par exemple, un pare-feu. Comment le pare-feu il est virtualisé. Ah, donc j'ouvre mon système. Donc je suis sur VMware Workstation. Voilà, j'ai un FortiGate ici, ce qu'on appelle le FortiGate, c'est le pare-feu de la société américaine Fortinet. Et donc je vais pas déployer, c'est juste pour vous montrer concrètement c'est quoi un pare-feu. Donc vous voyez ici un pare-feu virtualisé, il est logiciel, en fait, c'est pas de hardware ici, il est sur VMware Workstation, voilà, et je vais le lancer. Donc on va attendre un peu le lancement. Voilà, il est en cours de lancement. OK, donc là, c'est le mot de passe par défaut. Donc ce sont des commandes système. Voilà, donc là, j'ai l'adressage. Donc, comme vous voyez, j'ai le 172.16.17 et le 172.16 à 168.1.225. Je vais faire mon CMD pour vérifier euh, si c'est dans le même réseau de ma carte sans fil parce que je travaille avec carte sans fil. Et donc, je vais vérifier ça. Puis config. Voilà, vous voyez quelque part ici, vous pouvez voir que cette adresse de 192.168.114 correspond bien à cette adresse. La deuxième, c'est le 225. Donc, je vais se connecter avec le 225.
Point 1. Ah, mais je sais pas, est-ce que je peux se connecter ou non? Advanced. Elle demande des logins et mots de passe. Hop, je sais pas si ça marche ou non. Sinon, on va le déployer. Hmm, quel problème. Bon, je vais redéployer tout ça. Donc, au début, je vais aller sur ce serveur pour le supprimer. Parce que j'ai pas besoin de ça sur ma machine. Donc, non, hard drive. Il est sur SXI8. Je vais effacer tout ça. Je veux gagner de l'espace, hein. Réellement, j'ai besoin d'espace. Vous voyez, SXI8. Hop, j'ai pas besoin. Quoi d'autre? Donc, j'ai effacé tout ça. Donc, c'est remove. Voilà. Celui-ci, on va de remove, mais avant de remove, je vais l'effacer aussi. Mais juste, je vais vous montrer comment moi déployer un logiciel parce que on n'a pas un peu plus loin peut-être à la fin du chapitre, on a de la sécurité, vraiment, on va revenir sur ça. Donc, je vais effacer tout ça. Voilà. Sur deux points. Donc, celui-ci aussi, peut-être, on n'a pas besoin. Il est sur VMLab. Voilà. On peut effacer tout ça. Ah, c'est ouvert, hein, il dit c'est ouvert. Voilà. On a effacé tout ça. Et on peut aussi remove. Celui-ci aussi, remove. OK. Je vais déployer. Donc, un serveur quelque part ici. Dans training. Dans training. Fortinet. Je vais chercher la VM. Je vais chercher. Mais je vais le mettre dans des deux points. Au niveau de ces Fortinet. OK. Il est en cours. Voilà. Je vais fixer, voilà, la carte réseau. Donc là, je vais fixer la carte réseau. La carte réseau, voilà, c'est VMnet 7.3. Le VMnet 7, c'est un réseau virtuel, hein, donc qui est un bridge avec ma carte réseau physique sans fil. OK, et je vais allumer. Normalement, c'est bon.
On va attendre. C'est-à-dire, j'ai déployé from scratch un pare-feu qui est logiciel. Comme vous voyez, j'ai pas de pare-feu physique. Je travaille sur tout ça sur un réseau virtuel et à travers un logiciel. Voilà. On va attendre, hein. OK. Donc, le mot de passe par défaut, il s'appelle admin. Le nouveau password, je vais taper admin aussi. Non, list not match. Voilà. Hmm. Le 1.18. Le 1.18. Non, le HTTPS, ça marche pas. Je vais vérifier. Ok, je vais mettre l'adresse, je vais fixer l'adresse point 18 en fait. Hmm, statique. Je vais vérifier après sur Internet. Set mode, set. Puis je vais fixer l'adresse. Puis je vais fixer des ports.
Ping, SSH. Voilà. Je vais vérifier de nouveau. Voilà. Admin. Admin. Ah, là, c'est un problème de licence. Je dois avoir une licence. Hmm, factory. Execute factory reset to. Yes. Bon, je vais faire un refactory reset, hein. C'est juste, j'essaie de vous montrer le dashboard. Voilà. Il a besoin d'un redémarrage. On va attendre le reboot. OK. J'utilise un login, un mot de passe. Ah non, il demande un nouveau mot de passe. Toujours aussi. Il a gardé le 1.18. OK. Admin. Hop. Et voilà, finalement. Il va nous donner before the evaluation period. Donc, il va nous donner combien de jours? Nous sommes le 3, 15 jours. Vous voyez ici, c'est 15 jours, donc je n'ai pas besoin. Je dis cancel. Et voilà. Et voilà votre serveur. Donc, on a déployé un FortiGate qui est ce qu'on appelle un serveur de. C'est le firewall, pardon. C'est le firewall. Euh, voilà, déployé sur c'est ma machine physique, mais il est logiciel. Voilà. Tout ça, c'est du logiciel. C'est très important. Donc, bien sûr, on peut revoir ça dans la partie sécurité, mais vous pouvez voir qu'il a besoin des licences parce que c'est payant, c'est pas quelque chose de gratuit. Vous pouvez voir les réseaux, les interfaces réseau. Voilà. On a configuré une interface DNS, ou bien sûr, on dit HCP, et on peut ajouter un DNS. Voilà. On peut configurer les SD-WAN, les routes statiques, du RIP ou SPF, configurer les VPN, site-to-site, client-to-site. Et tout ça, c'est des logs sur le système, des événements, etc. C'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà. Et les policiers, voilà, il est basé sur les policiers. Par défaut, parfois, il bloque tout. Vous voyez ici, implicite, il dit il va bloquer deny all. Toutes les sources de destination sont déjà bloquées. C'est bien, c'est bien. Le TFTP, à un moment, c'est. Voilà, le FTP a été créé. Vous voyez, le FTP.
Voilà, on va chercher la connexion, mais pas besoin. OK, on continue, s'il vous plaît. Voilà, on a les supports réseau. Voilà, les supports réseau. Euh, il y a plusieurs supports existants. C'est un moyen pour véhiculer ce qu'on appelle la communication d'un site à un autre. Elle est transmise via un support réseau qui permet à un message pour aller de la source vers les destinations. Donc là, on définit plusieurs supports. Il y a le copper, voilà, la fibre optique, les réseaux sans fil. Et donc là, les fils métalliques qu'on appelle le copper. Donc là, il y aura des impulsions électriques. Les fibres, sur la fibre optique, ce sont des fibres en verre, en plastique, câblées, des câbles à fibre optique. Donc, on va envoyer des impulsions lumineuses. Et il y a la transmission sans fil, là, comme le modem chez vous. Voilà, le modem de l'Internet. Donc, on utilise la modulation dite de la fréquence. Après, on a les représentations des réseaux. Comme vous voyez, hein, on a plusieurs éléments, les end-devices comme les ordinateurs, les laptops, les printers pour les imprimantes, les dispositifs de, de vidéo ou de téléprésence, les épiphones. On a aussi ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, les devices intermédiaires ou les éléments intermédiaires comme les routeurs sans fil, les switchers multilayer, les perfs, les routeurs, les switches, voilà, et les câbles, voilà, câbles sans fil. On définit aussi les cartes réseau, les ports physiques et les interfaces. Les diagrammes et les topologies, bien sûr, il y a plusieurs diagrammes de topologie physique qui illustrent l'emplacement physique du dispositif intermédiaire et de l'installation des câbles. Donc voilà, une topologie bien déterminée constituée euh, des serveurs, ce qu'on a déjà vu, hein, web server, email server, file server, des switchers, des routers, des switchers, des autres switchers, des PC portables. Il y a une autre topologie constituée par des serveurs web, des réseaux, deuxième réseau, des routeurs, etc. On définit aussi les réseaux de plusieurs tailles. Voilà, c'est comme ça. Exemple des réseaux, les petites maisons Soho. Donc, on définit des réseaux domestiques connectés à quelques ordinateurs les uns et les autres qui sont connectés à Internet. Il y a aussi les petits bureaux à domicile ce qui permet à l'ordinateur au sein d'un bureau à domicile ou à distance de se connecter à un réseau d'entreprise. Les moyens et les grands, bien sûr, les grands réseaux. Donc, il y aura plusieurs emplacements ou des centaines, voire euh, des milliers d'ordinateurs, bien sûr, interconnectés. Et voilà, après, on définit aussi euh, des réseaux mondiaux, hein. Donc, on a des réseaux mondiaux qui connectent des centaines de millions d'ordinateurs dans le monde entier, tel que Internet. Voilà. Il y a les réseaux LAN, le WAN. Donc, le LAN, ils sont, donc on définit deux types de réseaux LAN, c'est les réseaux locaux et les réseaux étendus. Donc, ici, ce sont des réseaux LAN, hein. Tout ça, ici, c'est le réseau WAN. Voilà. Donc, généralement, on définit la taille de zone couverte, le nombre d'utilisateurs
connectés, le nombre et les types de services disponibles et le domaine de responsabilité. Donc voilà, le LAN, c'est une infrastructure de réseau qui couvre une zone géographique restreinte. Donc il permet d'interconnecter les périphériques terminaux dans une zone limitée et on peut l'administrer par une seule organisation, un seul individu. Il fournit une bande passante au début aux appareils internes. En fait, un WAN est une infrastructure de réseau qui couvre une vaste zone géographique. Exemple, le réseau Internet, c'est l'un des réseaux WAN les plus reconnus dans le monde. Il y a d'autres, bien sûr. Donc, le réseau WAN il permet d'interconnecter les réseaux locaux sur de vastes zones géographiques, généralement administrées par un ou plusieurs fournisseurs de services. Et bien sûr, généralement, ils fournissent des liaisons à vitesse plus lente entre les réseaux locaux. Voilà, un des réseaux WAN, hein, c'est le Internet. Il permet de se connecter des LAN, des lycées, des collèges, des entreprises, des gouvernements, des gouvernements, des hôpitaux et un réseau, bien sûr, câblé. Généralement, l'Internet donc, est un ensemble mondial de réseaux locaux et étendus interconnectés. Les réseaux locaux sont connectés entre eux via des réseaux étendus. Les WAN peuvent être reliés à l'aide des fils de cuivre, de câbles à fibre optique ou de la transmission sans fil. L'Internet n'est la propriété d'aucun d'individu ou groupe. Les groupes suivants ont été créés pour aider à maintenir la structure du Internet. Voilà. Et donc, on peut définir intranet et extranet. Voilà. Donc, intranet, c'est the Internet the world, c'est le réseau le plus grand. Voilà. Le extranet, c'est le customer, c'est les fournisseurs, les collaborateurs, etc. Et l'intranet, généralement, c'est le réseau de l'entreprise, hein. C'est le réseau privé de l'entreprise. Et donc là, contrairement à Internet, un intranet est un ensemble privé de LAN et de WAN interne à une entreprise et qui est conçu pour être accessible uniquement pour les membres de l'entreprise. Donc, une entreprise peut utiliser un extranet pour fournir un accès sécurisé de leur réseau pour les personnes qui travaillent pour une autre entreprise qui ont besoin. Voilà. Donc, il y aura des technologies derrière l'accès Internet. Donc, il y a plusieurs technologies. Il y a le DSL, il y a le IP, la vidéoconférence, le stockage, les épiphones. On a aussi la connexion, comment dirais-je, la connexion professionnelle, des DSL entreprises et les lignes louées aussi. On va prendre 2 minutes, voilà, et on continue. Juste euh, un instant de réflexion sur ce schéma-là et on continue.
OK, donc là, on va définir les connexions Internet des bureaux à domicile et des petits bureaux. Donc, vous avez, comme vous voyez ici, des maisons. Voilà. On a aussi des télétravail, des small office, c'est le bureau. Donc, vous avez ici un fournisseur Internet et là, le Internet. Donc, le fournisseur Internet, c'est lui qui est responsable de récupérer Internet de l'international. Et là, il va offrir des moyens de communication comme le DSL, qui est une connexion Internet à haut débit, qui est toujours active et qui passe par une ligne téléphonique. Il y a aussi un autre moyen, c'est le lien câblé, qui est Internet à large bande passant, toujours en service et offerte par les fournisseurs de services de télévision par câble. Il y a le cellulaire qui est utilisé sur un réseau de téléphonie mobile pour se connecter à Internet. Il y a le réseau satellitaire qui est avantageux et qui est un avantage majeur pour les zones rurales sans fournisseur de services Internet. Et bien sûr, il y a les lignes commutés. Mais actuellement, on utilise généralement le cellulaire, le satellite, le câblé, peut-être la fibre optique. On définit aussi les lignes dédiées, c'est-à-dire il s'agit des circuits réservés au sein du réseau de fournisseurs de services et qui relient des bureaux distants à des réseaux privés de voix et données. On définit aussi des WAN, Ethernet, et donc cela étant la technologie d'accès LAN ou WAN. On peut définir aussi le DSL et le satellite. Les réseaux, lorsque les réseaux se convergent, c'est-à-dire qu'avant, les réseaux convergent, une organisation aurait été câblée séparément pour les téléphones, les vidéos et les données. Chaque réseau utilise des technologies différentes pour le transport de signaux de communication. Et chacune de ces technologies utilise un ensemble différent de règles et de normes. Exemple ici, hein. Donc, vous avez un device, vous avez des computers, des réseaux d'ordinateurs, des réseaux téléphoniques, des réseaux de broadcast, voilà, et tout ça va envoyer des données. Et donc, l'idée de réseau qui se convergent, c'est que je vais déplacer ou envoyer des données d'un environnement à autre, voilà, peu importe le type de l'environnement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dis, voilà, euh, je peux faire une communication entre device et device. Device et satellite. Satellite et épiphone. Épiphone et un ordinateur. Ordinateur avec épiphone. Bon. C'est deux addons. C'est ça le réseautage. C'est ça le réseau convergent. C'est-à-dire tous les devices, peu importe le type, ils peuvent être en communication sans aucun souci. Et donc, cette infrastructure réseau utilise le même ensemble de règles, de contrats et de normes de mise en œuvre. Donc, l'architecture réseau, elle doit être tolérante, elle doit avoir la tolérance aux pannes, elle doit être évolutive, elle doit avoir des qualités de service et elle doit être sécurisée. La tolérance aux pannes, c'est-à-dire une fois une panne sur un routeur, toujours je garde la communication, c'est-à-dire il n'y a pas un seul point de panne dans le réseau, c'est-à-dire single point of failure, on appelle ça single point of failure, c'est-à-dire lorsque il y aura un point sur le réseau, lorsqu'il est en panne, tout le réseau, ça sera en panne. Et donc là, je vais dire, voilà, j'accepte sur mon réseau
euh, une panne bien déterminée, sans aucun problème, je vais basculer vers un autre chemin. Et donc là, on va dire qu'il y aura de la redondance de connexion qui permet des chemins alternatifs si le device ou le lien il est en défaut. Et donc là, on peut trouver que l'utilisateur il n'est pas affecté. Et voilà, donc le réseau tolérant aux pannes limite l'impact d'une défaillance dans limitant le nombre de périphériques affectés. Et bien sûr, là, il y aura plusieurs chemins d'accès qui sont euh, euh, c'est-à-dire qui sont tolérables aux pannes. Et donc, ces réseaux sont fiables et assurent la redondance en mise en œuvre d'un réseau comité de paquets. Et après, on parle aussi de la évolutivité. C'est quoi l'évolutivité? C'est que notre réseau, il est évolutif, c'est-à-dire on peut ajouter des utilisateurs, des éléments de réseau à tout moment sans dégradation des performances utilisateurs. Et donc, c'est ça le réseau évolutif, c'est une mesure qui permet d'une extension rapide afin de prendre en charge des nouveaux utilisateurs et applications sans que cela n'affecte les performances du service fourni aux utilisateurs existants. Voilà. On définit aussi la qualité de service. Voilà, la qualité de service pour le service voix, pour le service vidéo en direct qui nécessite des attentes plus élevées pour ces services dispensés. Et donc, avez-vous déjà regardé une vidéo en direct avec des pauses d'interruption? C'est-à-dire un jour, voilà, je regarde par exemple un film ou autre, donc il y aura des interruptions. Et donc, cela dit, lorsqu'il y a une demande de bande passante plus élevée que disponible, et donc la qualité de service n'est pas configurée. Et donc, le COS est le principal mécanisme utilisé pour assurer la transmission fiable des contenus pour les utilisateurs. On parle aussi de la sécurité réseau. Vous voyez ici, c'est la sécurité réseau. Donc, vous voyez quelque part, il existe deux principaux types de sécurité réseau qui doivent être résolus. Donc, on parle de la sécurité d'infrastructure réseau, la sécurité physique des dispositifs, la prévention contre tous accès non autorisés, la sécurité des informations et la protection de la documentation des données transmises sur les réseaux. Les tendances récentes sur le réseau, c'est que le rôle de réseau doit régler et transformer en permanence pour être en mesure de suivre les périphériques de l'utilisateur final et des nouvelles technologies comme ils sont fournis en permanence sur le marché. Voilà. Et on a des nouvelles tendances de mise au réseau qui touchent des organisations et les consommateurs tels que le bio, tels que la collaboration en ligne, tels que par exemple la communication vidéo et bien sûr euh, la cloud computing. C'est très important tout ça. Ok. Et donc, on peut apporter le biode. Le biode, c'est les devices du personnel, hein. C'est nos devices, nos équipements. Et donc là, on peut définir ce qu'on appelle le biode, qui est
Une tendance globale majeure qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur appareil et qui leur donne plus de possibilités et plus de grande flexibilité. Et donc, il permet aux utilisateurs, dans la liberté, et d'utiliser des outils personnels pour accéder aux informations et communiquer à l'aide de leur ordinateur portable, à l'aide de leur tablette, smartphone, liseuse ou autre. On peut définir aussi ce qu'on appelle la collaboration en ligne. Et donc, la collaboration en ligne, c'est à travers Teams. C'est comme notre cas de figure, hein. On a des Teams, le Zoom. On utilise actuellement le Zoom. Il y a plusieurs moyens. Voilà. La communication vidéo aussi. On peut faire même un Zoom, hein. Donc, ici, je peux activer la vidéo sur le terminal Zoom et je peux avoir bien sûr de la communication sans aucun problème. Donc, ces appels vidéo sont faits à n'importe qui et bien sûr, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et bien sûr, la vidéo conférence, en fait, ici, c'est un outil puissant pour vous communiquer avec d'autres utilisateurs à distance. Voilà, tout au niveau régional que à l'international. Après, la vidéoconférence est un outil puissant euh, pour communiquer avec d'autres utilisateurs à distance, tant au niveau régional qu'à l'international. Et bien sûr, la vidéo devient une exigence essentielle pour une collaboration efficace. Exemple, Cisco Téléprésence, qui est puissant et une façon de travailler où tout le monde, partout. Voilà. On peut définir aussi le cloud computing. Et en fait, c'est une tendance globale qui vous permet de stocker des fichiers du personnel, permet de sauvegarde de données sur des serveurs Internet. Les applications sont également accessibles via le cloud. Elle permet aux utilisateurs de livrer sur n'importe quel euh, appareil partout dans le monde. Et donc, le cloud, il fonctionne grâce au centre de données et donc, les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre de leur propre centre de données, et donc les startups, etc. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'investissement, non pas beaucoup d'investissement en capital, en CAPEX, en OPEX. Et donc là, l'idée, c'est de migrer vers le cloud et consommer le service de cloud. Donc, on définit les clouds publics, les clouds privés, le cloud hybride, et donc là, le cloud public, on a des applications et des services qui sont mis en disposition du grand public via un modèle de facturation par utilisation. Bon, gratuitement, ça dépend. Il n'y a pas de quelque chose de toujours gratuit, hein. Il y a le cloud privé qui est destiné à une organisation ou une entité spécifique telle que le gouvernement. Il y a le cloud hybride aussi, il est composé de deux ou plusieurs types de cloud, par exemple le cloud personnalisé, la partie publique, et donc chaque partie reste un objet distinct, mais toutes deux sont reliées par la même architecture. Donc il y aura les maisons connectées, technologies connectées, c'est-à-dire des maisons qui sont connectées à la voiture, via smartphone, via le cloud. On a les réseaux de courant électrique, on appelle ça le CPR, c'est-à-dire je peux envoyer des données via le courant porteur. Voilà, on appelle ça le courant porteur.
Et donc, la mise en réseau par courant électrique peut permettre à des appareils de se connecter à un réseau local. Lorsque les câbles de réseau de données ou de communication sans fil ne sont pas une option fiable. Grâce à un adaptateur de courant électrique standard, les appareils peuvent se connecter au réseau local partout où il y a une prise électrique en envoyant des données sur certaines fréquences. Ah, la mise au réseau par courant électrique est particulièrement utile lorsque les points d'accès sans fil ne peuvent pas atteindre tous les appareils de la maison. On utilise aussi la large bande sans fil. Donc, il y a des points d'accès outdoor de large bande et qui peuvent bien sûr envoyer à des très grandes euh, vitesses, bien sûr, et bien sûr porter le signal. Et donc là, on peut l'utiliser dans le milieu rural, voilà, euh, les antennes, voilà, qui sont interconnectées à l'extérieur pour offrir une connectivité sans fil avec les périphériques de domicile. Mais certainement, il y aura des challenges ou des menaces de sécurité sur les réseaux, ce qu'on a déjà parlé avec le pare-feu tout à l'heure. Donc là, on a des threats internes ou externes. Voilà, du Internet de réseau. Et donc, la sécurité réseau est désormais partie intégrante du réseau, quelle que soit la taille. La sécurité réseau qui est mise en œuvre doit tenir compte de l'environnement, tout en sécurisant les données, mais tout en permettant la qualité de service attendue du réseau. Et donc, la sécurisation du réseau implique l'utilisation de protocoles, de technologies, de périphéries, etc. Et ces risques ou menaces peuvent être externes ou internes. Voilà. Exemple de menaces, on a des virus, les chevaux de Troie, les vers, les logiciels espions, les attaques de type zero day, les attaques parmi les délits de service, l'interception, les vols d'identité, l'usurpation d'identité, les menaces internes telles que les appareils perdus ou volés, les employés malveillants, etc. Il y a aussi des solutions de sécurité, voilà, comme le pare-feu, les access list sur le routeur, SSL. Et donc, pour cette raison, la sécurité doit être implémentée sur plusieurs couches et fait l'appel à plusieurs solutions de sécurité. Et donc, il y aura plusieurs composants à définir pour le réseau, que ce soit la taille de réseau petit ou plus. Hein. Et donc là, on peut définir les logiciels antivirus, les logiciels espions qui doivent être quelque part installés sur les appareils. Donc, on peut filtrer avec le pare-feu les accès, le web filtering ou autre pour bloquer des accès non autorisés sur le réseau. Et donc, pour les réseaux de grande taille, où on a des exigences de sécurité supplémentaires, les systèmes de pare-feu dédiés, on définit des systèmes de pare-feu dédiés, des listes de contrôle d'accès, d'ACL, des VPN, et des systèmes de protection contre les intrusions. Et donc, l'idée, c'est d'étudier la sécurité des réseaux qui commence par une bonne compréhension de l'infrastructure de communication de routage. Voilà, ici, j'ai résumé un peu quelques voilà, certifications qui peut être bénéfiques pour vous dans le domaine réseau. Il y a le CCNA de Cisco, il y a le Cisco spécialiste, le CCNP, le CCE. Et on a aussi les certifications futures qui sont DevNet. Et donc, avec CCNA,
Elle permet vous de démontrer que vous avez une bonne connaissance solide de technologie de base, vous assure de rester pertinent grâce aux compétences nécessaires. Et donc, le nouveau centre d'intérêt de ce CNA, donc le fondement de la propriété intellectuelle, les questions de sécurité, les réseaux sans fil, la virtualisation, l'automatisation et la programmation du réseau. Et là, il y aura même des nouvelles certifications qui sont mises en vigueur et qui permettent vous aider, bien sûr, à être certifié dans le futur sur les réseaux. Voilà un petit récap, bien sûr, ce qu'on a déjà vu durant ce cours. Donc, grâce à l'utilisation du réseau, nous sommes connectés comme jamais auparavant. Tous les ordinateurs interconnectés à un réseau qui participent directement aux communications transmises sur le réseau sont des hôtes. Les diagrammes de réseau utilisent souvent des symboles pour représenter les différents appareils et connexions qui composent un réseau. Un diagramme permet de comprendre facilement comment les appareils se connectent dans un grand réseau. Les deux types d'infrastructures de réseau sont les réseaux locaux LAN, Local Area Network, et les réseaux authentiques WAN, Wide Area Network. On peut définir aussi les connexions Internet surtout haut, qui comprennent les câbles, le DSL, téléphonie cellulaire, le satellite, les téléphones commutés. On peut définir aussi les connexions Internet professionnelles qui incluent la ligne de location dédiée, le métro Ethernet, le DSL d'affaires et le satellite. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de ce module? Donc, l'architecture de réseau fait référence aux technologies qui soutiennent l'infrastructure et les services programmés, et les règles et aux protocoles qui vont sont circuler des données sur le réseau. Il existe quatre caractéristiques de base de l'architecture réseau: la tolérance au panne, l'évolutivité, la qualité de service et la sécurité. Il y a aussi la tendance récente en matière de réseautage qui affecte le BIOS, la collaboration en ligne, la communication vidéo et le cloud computing. Il existe aussi plusieurs menaces externes et internes courantes pour les réseaux. Et il y a aussi les réseaux le, le plus grand, et les réseaux d'entreprise utilisent un antivirus, un anti-spyware, spyware et un filtrage de pare-feu, mais ils ont également d'autres exigences de sécurité. Et donc, il y aura des systèmes de pare-feu dédiés et les listes de contrôle d'accès ACL. Ces systèmes de prévention d'intrusion, EPS et réseaux privés virtuels VPN. Et donc là, comme j'ai démontré, que la certification elle est importante pour décrocher du travail sur le marché d'emploi. Et bon, donc, c'est-à-dire, euh, je vous encourage à faire ce qu'on appelle et prendre des certifications comme celle déjà demandée, ce qu'on appelle le CCNA. Voilà. OK. Donc, on a vu beaucoup de termes dans ce cours, le partage des fichiers pair à pair, les petits bureaux, le SOHO, les réseaux moyens à grands, les serveurs, les clients, les réseaux P2P, les network cards, port physique, les périphériques intermédiaires, les interfaces, le LAN, le FAI, fournisseur de services Internet, le Internet, le réseau étendu, le intranet, le extranet, les réseaux convergents, l'architecture réseau, le réseau tolérant aux pannes, le réseau à commutation de paquets, la bande passante, le BIOD, la collaboration, le cloud computing, le cloud privé, le cloud public, le cloud hybride, le cloud personnalisé, le data center et la technologie diagnostique, le réseau courant électrique et le fournisseur d'accès à Internet sans fil, l'architecture réseau.
tous ces termes sont importants pour vous, pour avoir le jargon, pour parler et discuter avec vos collègues, les professionnels à propos ce qu'on appelle les exigences ou les technologies existantes en termes de réseau. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.